Et le prochain intervenant qu'on a commencé à entendre tout à l'heure, c'est donc Paul Balandreau, qui est chirurgien militaire à Toulon et qui est titulaire de la chaire de chirurgie à l'Institut d'instruction des armées. Oui, merci. Donc, je vais faire un début de partage d'écran. Vous me dites si vous l'avez. Est-ce que c'est bon? Je ne vois pas le fichier. Oui, c'est parfait. Vous pouvez lancer la présentation, s'il vous plaît. Oui, j'y vais, ça y est. Ah non, ça ne marche pas. Là, vous voyez en écran, hein, c'est ça? Parfait, je vous remercie. Bien, ben, je vous remercie de m'avoir invité à ce séminaire passionnant sur la compétence technique. Alors, moi, je représente un petit écosystème qui est celui des chirurgiens militaires et je vais rapidement évoquer avec vous certains aspects qui ont déjà été évoqués à d'autres présentations. Alors, tout d'abord, bon, les chirurgiens militaires, à quoi on sert, nous, les chirurgiens militaires? Notre objectif, notre principale mission, c'est de servir au soutien sanitaire et spécifiquement chirurgical des opérations extérieures. Là, vous avez donc une antenne chirurgicale vue de dehors, et là, ça, c'est une équipe chirurgicale dans l'antenne. Alors là, cette photo, c'est un entraînement sur le site de la Valbonne, près de Lyon. Et qu'est-ce que c'est qu'un chirurgien d'antenne? Un chirurgien militaire, bon, c'est d'abord un chirurgien qui a le droit d'exercer en France et qui se doit d'exercer en France. Donc, il doit acquérir les diplômes français qui sont des DES, hein, bon, on en a déjà bien parlé. Et en gros, le système que je représente, c'est 140, un petit peu moins de 140 chirurgiens d'actifs et près de une soixantaine de chirurgiens de réserve qui ont plusieurs DES sur lesquels j'ai moyennement le contrôle puisqu'ils passent leur DES dans le système civil. Là, je vous montre sur ce petit diagramme. Alors, il n'est pas très joli, hein. Olivier Farge j'avais fait des jolies cases tout à l'heure. Moi, j'ai fait des mauvais traits. Alors, en rose, sur le côté, vous voyez, donc ça, c'est la formation initiale d'étudiants hospitaliers. Et classiquement, donc ça, c'est le 3e cycle. Et ensuite, le chirurgien devient chirurgien vraiment militaire jusqu'à sa retraite qui intervient plus ou moins tard. On en a entendu parler ces derniers mois. Là, ce qui nous intéresse, c'est le 3e cycle chirurgical. Alors, pendant une dizaine d'années à peu près, récemment, le 3e cycle se faisait par l'ECN, que vous voyez là. Donc là, on n'avait aucun contrôle sur les entrants et les sortants. Les gens passaient l'ECN, ils devenaient chirurgiens, ils devenaient anesthésistes réanimateurs, etc. On revient actuellement à un système ancien que moi j'ai personnellement connu, qui est celui de faire d'abord une formation de médecine générale qui dure 3 ans, enfin qui va bientôt durer 4 ans. Les gens sont généralistes, médecins généralistes pendant que 3 ans minimum, et ensuite ils entrent dans un cursus qui leur permet de devenir spécialistes hospitaliers. Et je vais donc vous parler de ce qu'on appelle l'assistanat de chirurgie qui dure 6 ans, qui correspond à ce qu'on appelle depuis quelques mois et qui existe dans le civil, qui s'appelle le 2e DES. Vous savez que n'importe quel titulaire de n'importe quel DES, au bout de 3 ans d'exercice dans son premier DES, a désormais le droit de demander à faire un 2e DES qui écrasera le premier DES et qui lui permettra d'avoir une autre spécialité, qui sera dans tous les sens. Alors, pour rentrer dans ce DES, là, on a un système de sélection qui correspond au contrôle d'un certain nombre de connaissances. Hein. Alors, c'est un petit peu bateau, hein, c'est sur la cancéro, c'est sur des choses assez générales, mais surtout, et là, je rejoins un petit peu les interrogations de Patrick Baquet tout à l'heure, il y a des thèmes d'urgence. On demande à l'étudiant, au candidat, de nous présenter un thème d'urgence. Il a 20 minutes à peu près pour nous dire conduite à tenir devant une péritonite aiguë généralisée, devant une fracture luxation, devant une torsion de testicules. Et ce médecin généraliste qui veut devenir chirurgien doit nous dire précisément comment il a fait le diagnostic, comment il prépare l'équipe, comment il prépare le bloc opératoire et les principes du traitement chirurgical, sachant qu'il n'est pas encore chirurgien. Ben, il dit voilà, ben, l'incision, on va la faire là, et on va détordre le cordon, pas le testicule bien sûr, on détord le cordon dans le sens anti-horaire, etc. Donc il y a une espèce de sélection quand même qui est plus procédurale que technique puisque les gens ne sont pas encore chirurgiens. Voilà. Après, donc, le 3e cycle se déroule normalement, et là, on a moyennement le contrôle, puisque ça se fait au CHU, de manière quasiment exclusive. Et ce que l'armée apporte, ce que moi, je garantis au chef d'état-major, c'est d'avoir des chirurgiens aptes
à faire le soutien chirurgical d'opération, c'est un cours qui s'appelle le CACHIRMEX. Le CACHIRMEX, c'est l'acronyme qui signifie cours avancé de chirurgie des missions extérieures. Je crois qu'on en a déjà parlé à l'académie, donc je vais être assez rapide parce que peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Nous avons identifié les gestes qui étaient nécessaires à tout chirurgien qui exerce en antenne chirurgicale. Il n'y a pas énormément, hein, lorsqu'on regarde, on a fait des études qui viennent de l'Afghanistan, par exemple, qui viennent de l'Irak, et puis pour nous, de la bande sahélienne. On s'est rendu compte que les lésions, c'était surtout des lésions de l'hypochondre droit, et donc, on s'est dit qu'il fallait apprendre à nos jeunes chirurgiens, quel que soit leur DES d'origine, à prendre en charge des lésions. Alors, comme je vous le disais en préambule, on a des chirurgiens qui ont des DES très spécialisés, mais on s'est dit que, par exemple, un chirurgien viscéral devait être assez leader pour faire une laparotomie d'hémostase, mais qu'un urologue devrait savoir faire aussi une laparotomie d'hémostase, au même titre qu'un chirurgien thoracique vasculaire, mais qui devrait pouvoir aussi un petit peu aider à mettre un fixateur externe. Pareil pour les chirurgiens. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des ophtalmos, ils sont aussi concernés, hein, les chirurgiens maxillofaciaux, etc. Donc, ceux-là seraient plus habitués à traiter des lésions qui sont situées au niveau de l'extrémité cervico-céphalique, etc. Bon, le chirurgien orthopédiste, lui, il est surtout fait pour faire les lésions des membres, mais il doit savoir aider à faire un certain nombre de choses aussi, y compris l'hématome extradural. Et nous nous sommes permis, dans notre petit écosystème, de définir 3 groupes de spécialités qui sont les chirurgiens du tronc. Donc, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis trunk surgery. C'est donc les trois, en gros, chirurgiens mous qui savent s'occuper de toutes les lésions du tronc et des racines de membres. Un chirurgien des membres, donc lui, c'est forcément un orthopédiste, et un chirurgien tête et cou, qui sera soit un maxillofacial, soit un ORL, soit un neurochir, soit un plasticien. Du coup, tous nos chirurgiens, quelle que soit leur spécialité, peuvent servir dans une antenne chirurgicale. Et on a défini donc tous les gestes, comme je vous le disais aussi, pendant ce CACHIRMEX. Ce CACHIRMEX, c'est un cours qui est composé de 5 modules, et chaque module dans son module, ça dure 3 jours, hein, et il y a une journée ou une journée et demie de travaux pratiques. Donc, le module 2, par exemple, c'est le module des membres. Et là, tout le monde doit savoir faire des gestes de base qui sont le fixateur externe, les lambeaux relativement simples en ce qui concerne les orthopédistes, les prélèvements de peau pour les brûler, etc. Module 3, c'est le module tête-cou-thorax. Donc, tous les chirurgiens doivent faire donc un volet crânien, une trépanation. Et en ce qui concerne le cou-thorax, doivent savoir faire des thoracotomies d'hémostase ou des thoracotomies de ressuscitation en des délais qui sont contrôlés. Vous voyez, bon, ça, c'est la fiche d'actes techniques qu'on leur demande de faire. Ils ont chacun donc ce document qui est affiché devant les étudiants, et on leur demande de faire dans l'ordre toutes ces procédures. Vous voyez, laparotomie xiphopubienne, contrôle de l'aorte cœliaque, tout se fait comme ça. Ça se fait sous contrôle d'un moniteur. Il y a un moniteur par sujet anatomique. Là, par exemple, vous voyez 5 sujets anatomiques. Il y a un moniteur il y a 5 moniteurs qui contrôlent et qui reprend les étudiants qui sont des vieux internes, puisque ce sont des internes en phase de consolidation, hein, 5e et 6e année. Voilà les procédures qu'on leur apprend à faire, hein, tous les décollements, je passe. Module 5, c'est celui des situations particulières. Alors, on utilise aussi des réacteurs biologiques sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais surtout des compétences non techniques, comme vous voyez sur la photo de gauche, où on apprend avec un jeu de rôle, on apprend aux étudiants à faire des situations de triage, c'est-à-dire qu'on a des cartes et on leur demande de prendre en charge. Ces cartes représentent des blessés et ils doivent les disposer à des endroits précis de l'antenne, en y affectant un certain nombre de personnel. Ils vont se blesser, il faut qu'ils soient pris en charge par le médecin anesthésiste réanimateur avec un IAD. Celui-ci peut attendre à côté dans la salle de triage, etc. Donc ça, c'est un petit jeu qui les amuse beaucoup et qui dure à peu près 2 heures et que nous faisons à tous les étudiants. Le logbook, on en a parlé tout à l'heure. Alors, j'attends avec impatience des logbooks qui soient faciles d'utilisation pour mes internes. En ce qui concerne les internes militaires, je suis désolé, mais c'est un mauvais fichier Excel, comme vous voyez là-dessus, que je leur demande de me renvoyer après chaque fin de semestre. Alors, c'est un peu plus facile pour moi parce que c'est sûr, quand c'est
le titulaire de chaire, le médecin général, qui demande au jeune lieutenant de leur renvoyer un logbook. À peu près 80% d'entre eux me répondent au premier mail et puis les 20% restants au deuxième. Et ils m'envoient donc tous les gestes qu'ils ont fait. Alors, ils doivent cocher s'ils l'ont fait en tant qu'aide opératoire, donc ils l'ont regardé, c'est A. S'ils l'ont fait en semi-autonomie, c'est B. Et s'ils l'ont fait en autonomie, c'est C. Et ils mettent le chiffre A1 ou B2, etc. Et ça, pour chaque semestre, moi, j'ai évalué un petit peu et ça me permet d'appeler le responsable de terrain de stage pour dire, attention, cet étudiant-là, il n'a toujours pas fait d'hématome intracrânien. Ce serait bien que pendant ton semestre, tu le lâches un petit peu, faire des gardes en neurochir pour qu'il puisse le faire, exemple. Ensuite, ça c'est pour la formation initiale. On s'attache aussi à la formation continue, et ce d'autant qu'on a des problèmes dans l'armée, c'est que de plus en plus, les missions dans lesquelles sont envoyés nos jeunes chirurgiens sont des missions dites à faible engagement, à faible activité chirurgicale. On a envoyé des jeunes chirurgiens qui étaient à peine formés, passer 3 mois dans le désert, avec en tout et pour tout, dans leur activité, ils avaient dû faire une luxation d'épaule et un abcès. Résultat, c'est que ces gens qui sont assez fragiles, puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait seniors, manquent peut-être ils sont fragiles et ils sont fragilisés par leur désengagement pendant ces missions-là. Et on s'attache donc déjà, lorsqu'ils reviennent en France, à les engager sur des chantiers opératoires assistés par quelqu'un qui a continué à opérer, et puis à faire ce qu'on appelle des Kashiamex SimLife, où pendant une journée, ils vont dans un laboratoire d'anatomie qui dispose d'un SimLife pour faire des procédures donc avant la mission et après la mission. Donc, pour conclure, le Kashiamex est un exemple de formation pratique des opérateurs civils. La sélection, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez délicat de dire à quelqu'un qui sera un mauvais chirurgien. On a quand même un système, grâce à l'assistanat, qui nous permet de sélectionner des gens. Il m'est arrivé avec le concours d'assistanat de dire, bon, celui-là, on ne le prend pas comme chirurgien. Il restera un médecin généraliste ou il repasse son concours l'an prochain. Le Kashiamex existe depuis 2007. Il est axé sur des besoins spécifiques que nous avons identifiés lors des différentes OPEX. Ce sont surtout des exercices opératoires, plus que de la sélection. On fait des exercices et on s'assure que les gens sachent bien faire le geste avant de valider leur module. Ce Kashiamex le fait au titre de la formation initiale, mais aussi du DPC. Et il est en train de s'étendre un petit peu au milieu civil. Bon, je ne veux pas non plus déflorer trop de sujets, mais c'est la FST qui a été décidée avec la réforme du 3e cycle est directement inspirée du Kashiamex, et ça permet aux opérateurs civils d'acquérir des compétences techniques et non techniques qui sont celles d'un chirurgien militaire. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible si vous avez des commentaires ou des questions. Merci pour cette expérience qu'effectivement on avait déjà entendue l'an dernier, mais qui est toujours intéressante de réécouter et d'approfondir et de partager donc avec l'ensemble des collègues. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Une question concrète, on réfléchit d'ailleurs à l'Académie à créer des commissions par spécialité regroupée, c'est-à-dire tête et cou, un petit peu, c'est le Roubière, en séparant quand même le thorax et le viscéral, l'abdomen, et puis les membres. Alors, le rachis dans votre formation, il y avait également une question qui nous vient de notre collègue brésilien Hudson, qui nous parlait des risques ophtalmologiques également. Comment est-ce que vous abordez la question dans cette situation très isolée, on va dire, de votre activité en territoire extérieur? Alors, l'ophtalmo, elle est enseignée. Ce sont des gestes assez de base. Là, bien sûr, on ne dispose pas de lampe à fente où les gens apprennent à faire des tarsographies, par exemple, à faire des plaies du globe oculaire. Pas du globe oculaire, mais de la paupière, par exemple, en faisant des gestes vraiment, c'est du damage control fonctionnel. Ils apprennent jusqu'à faire l'énucléation, sachant que les indications sont rarissimes. Mais elles vont surtout être enseignées, donc d'une part à tous les chirurgiens, mais aussi un peu plus spécifiquement à un prochain module qui va être créé, qui s'appelle le module, un module qui sera destiné
à tous les chirurgiens tête et cou, c'est-à-dire ophtalmo, bien sûr, mais aussi les neurochirurgiens et les ORL. Ils auront un bloc d'enseignement qui durera 1 semaine et qui leur permettra d'assumer pleinement leur fonction de chirurgien tête-cou d'une antenne chirurgicale. Et pour le rachis, donc... Alors, pour le rachis, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le rachis, il est enseigné pendant le module 3. Les traumatismes qu'on a, c'est parfois des chutes d'hélicoptères, juste comme ça, pour lesquels on n'a pas grand-chose à faire sur le terrain. Donc là encore, c'est du damage control, c'est de l'immobilisation, mais il n'y a jamais été observé d'intervention chirurgicale sur le rachis en opération extérieure. Puisqu'il y a les plaies ouvertes, les traumatismes ouverts dont on connaît le caractère particulièrement hémorragique, et là encore, c'est du damage control. Oui, il y a une question, un micro, s'il vous plaît. Une question. Bonjour Paul. Il se trouve que Cachirmex, nous l'avons créé avec François Ponce, tous les deux initialement. Et donc, je connais bien et je voudrais souligner 2 choses. La première, c'est Paul n'a envisagé que la formation individuelle du chirurgien militaire, alors que ça fait maintenant des années qu'on a une formation par équipe qui est un complément finalement à ce Cachirmex individuel. Et on parlait tout à l'heure des problèmes éventuels avec les ibodes. On a même introduit les ibodes dans les cours que l'on fait aux chirurgiens de façon individuelle à côté des Cachirmex d'équipe. Et puis la deuxième chose que je voulais souligner, c'est quelles ont été les difficultés que nous avons eues à former des chirurgiens de l'urgence, de la traumatologie, pour pratiquer en opération extérieure. Eh bien, ça paraît étonnant, ça n'a pas été le problème technique. Alors, on a sans doute été aidé ces 20 dernières années par le fait que la chirurgie du gros traumatisme, c'est le damage control. Donc, c'est des gestes assez simples à acquérir par des chirurgiens d'une autre spécialité dans une autre spécialité. Mais ce n'est pas ça le plus difficile. C'est que le cursus universitaire fait des chirurgiens quasiment hyper spécialisés, qui ont dans leur quotidien le médico-judiciaire dans la tête. Et donc, quand on les prend en 5e année, 6e année d'internat, il faut arriver à leur faire le pas et leur disant, d'accord, tu es chirurgien viscéral, mais tu vas devoir monter au-dessus du diaphragme parce que quand tu seras en opération extérieure, c'est toi qui vas le faire. Et les premières formations de Cachirmex que l'on leur fait, c'est la plus grande des difficultés, c'est de leur faire passer ce pas-là. Le quotidien les a habitués à s'enfermer dans une spécialité et leur devenir, ça va être, en opération extérieure, d'augmenter leur socle de compétences, mais surtout de ne pas avoir peur de faire les gestes en dehors de leur spécialité. Et un orthopédiste qui doit faire un volet crânien, c'est pas si difficile que ça, techniquement. Mais il faut absolument passer le pas. Et dernière chose, parfois ils doivent le faire avec une décision qui est une décision seule. Alors on peut penser qu'on peut toujours demander à quelqu'un à l'extérieur, par viséo. Non, pas toujours en opération extérieure. Quand on est au fond du Mali, ce n'est pas si facile que ça. Bien sûr, et c'est vraiment très spécifique à votre activité, d'où l'existence de Cachirmex, évidemment, alors que nous, dans le civil et le CHU, alors on ne leur apprend pas de ne pas suturer une suture digestive accidentelle, une plaie digestive accidentelle, mais c'est aussi alors, le problème médico-légal qui peut se poser dans une clinique privée quand ce type d'accident arrive, c'est quand même d'appeler dès que c'est possible le spécialiste expert du viscère en question qui a pu être blessé au cours d'une intervention. Donc c'était vrai que c'est un état d'esprit qui est tout à fait opposé. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de revenir sur la recertification. Je pense qu'il va en être question. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, on va pouvoir passer à la dernière présentation qui se fera en visioconférence,